Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une toute nouvelle VOD et surtout pour une toute nouvelle lecture de sciences humaines et sociales. Nous avons terminé lors des derniers lives la lecture de Lordon, qui n'était pas bien, et nous sommes partis sur un nouveau cycle. À partir d'aujourd'hui, nous allons lire Grégoire Chamaillou, et plus précisément, nous allons lire La société ingouvernable, une généalogie du libéralisme autoritaire. Donc le livre est celui-ci. Il est très bien, a priori. En tout cas, vu la quatrième de couverture, ça a l'air de s'annoncer plutôt bien. On a, nous, sur le live, d'abord fait une session interview. On a d'abord regardé des interviews de Grégoire Chamaillou pour savoir un petit peu concrètement qu'est-ce qu'il est, qui il est, qu'est-ce qu'il pense, etc. Ce fameux Grégoire Chamaillou, ça s'est plutôt bien passé. On a trouvé ça assez dense. On va pas se mentir qu'il envoyait beaucoup d'infos. Mais ça avait l'air plutôt pertinent et plutôt propre. Donc là, on s'est dit que ça avait l'air d'être plutôt bon signe pour le bouquin, et on est parti, Comme d'habitude, évidemment, pour les lectures de sciences humaines et sociales, vous n'hésitez pas dans le chat à demander à reprendre un point parce qu'il n'est pas clair, etc. De même, sur les rediffusions YouTube, c'est tout pareil. S'il y a un truc que vous ne comprenez pas, quelque chose que vous voulez préciser, rajouter, un exemple que vous avez qui va avec, etc., eh ben n'hésitez pas, c'est fait pour. Les commentaires sont ouverts, c'est pas sans raison. Et puis voilà. On est parti sur l'introduction. Monsieur Chat qui est déjà blasé, mais Monsieur Chat est toujours blasé, Gouvernable, adjectif, néologisme, qui peut être gouverné. Exemple, ce peuple n'est pas gouvernable. Complément au dictionnaire de l'Académie française, 1839. Non, pas l'Académie française. Ce type de période, on le connaît. Les signes ne trompent pas. On a pu observer les mêmes à la veille de la réforme protestante ou de la révolution russe, assure l'ingénieur et futurologue californien Willis W. Harman, pour qui tous les indicateurs d'un séisme de grande ampleur sont au rouge, parmi lesquels la recrudescence des maladies mentales, des crimes violents, des phénomènes de disruption sociale, le recours plus fréquent à la police pour contrôler les comportements, l'acceptation croissante des comportements hédonistes et en particulier sexuels, la multiplication des inquiétudes face à l'avenir, la perte de confiance dans les institutions, que ce soit le gouvernement ou l'entreprise, le sentiment que les réponses du passé ne fonctionnent plus. Bref, c'est la légitimité même du système social du monde industrialisé qui est en train de vaciller, prévenait-il dès 1975. Ça commence bien. Le premier chapitre commence bien déjà. Bon, alors je précise quand même que là, c'est que de la citation. Voilà, là c'est que de la citation, de Willis W. Harman. Donc, on va voir ce que l'auteur en dit lui derrière. Mais si ça part sur ça comme angle de vision, ça va être problématique. Ça risque d'être problématique. Parce que, évidemment, déjà, tu prends comme ref de base un ingénieur futurologue pour parler, du coup, de révolution sociale. Je risque d'être un peu trigger, quoi. On va pas se mentir que je risque d'être un petit peu trigger. Voilà. Puis bon, après, ce que dit carrément le mec, les maladies mentales, l'hédonisme sexuel. Ouais. On va voir ce qui va en être dit, mais c'est vrai que là, le premier paragraphe, je suis trigger. Et de fait, partout, ça se rebiffait. Aucun rapport de domination n'y échappait. Insoumission dans la hiérarchie des sexes et des genres, dans les ordres coloniaux et raciaux, de classe et de travail, dans les familles, sur les campus, sous les drapeaux, dans les ateliers, dans les bureaux et dans la rue. À en croire Michel Foucault, on était en train d'assister à la naissance d'une crise de gouvernement, au sens où l'ensemble des procédés par lesquels les hommes se dirigent les uns les autres était remis en question. Ce qui s'est produit au seuil des années 70, a-t-on pu ajouter depuis, ce fut une crise de gouvernabilité qui a précédé la crise économique. Une crise de gouvernabilité à l'échelle des sociétés comme à celle des entreprises. Une crise de gouvernabilité disciplinaire, annonciatrice de grands remaniements dans les technologies du pouvoir. C'est Foucault qu'on lit ? Non, c'est quelqu'un qui lit Foucault. Ouais, le peuple il devient ingouvernable quand il y a du sexe. Tu fais écoutez, bon.
Voilà. Comment vas-tu, Ogre? J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Oui, hier c'était le Zbul. Hier, il y a eu du Zbul de type sexuel à plusieurs reprises. Le chat était ingouvernable. On a bien vu qu'effectivement, quand il y a du cul, eh ben, c'est compliqué à gouverner. Hein. Les gens sont trop occupés par le cul en même temps. Hein. Voilà. C'est bien, ça, c'est un début de VOD et déjà on est en train de parler de cul. Non mais c'est génial, parfait. VOD de Sciences Humaines et Sociales. Bonjour le cul, PTDR. J'avais oublié qu'avec mon TTA, suivre une lecture c'était environ impossible. Ouais, désolé. Puis en plus, je pense que ça va peut-être un peu envoyer. Vu les interviews qu'on a, enfin l'interview qu'on a regardée de Chamaillou, vu comment il envoie, je pense qu'il y a moyen que ça soit un petit peu velu quand même, hein, ce qu'il nous raconte. Hein. Je pense que ça va être dense. Ça va être clairement dense. Je reprends. Avant cependant d'être reprise par la théorie critique, cette idée avait été annoncée par les intellectuels conservateurs. Donc non, ça va. Ça va, la fin de la première page, elle est ok. Ça va, c'est bon. Ils ok. Il finit la page en disant « Oui, alors, avant d'être critiqué, toutes ces idées-là, c'était développées par les droitos. » C'est bon. Ils ok, on est bien. Ça part bien, ça va, ça va, ça va. Je reprends. C'était leur façon d'interpréter les événements en cours, de problématiser la situation. La démocratie, affirmée en 1975 Samuel Huntington dans un fameux rapport de la commission trilatérale sur lequel nous reviendrons en détail, était affectée d'un problème de gouvernabilité, un déferlement populaire sapait partout l'autorité et surchargeait l'État par ses exigences infinies. Joli rattrapage, oui ça va. Le rattrapage a été présent. Hein. Non parce que je vous avoue, je sais pas ce que vous étiez en train de penser, mais de mon côté je suis là en mode... Ça part mal quand même, la première page, t'es en train de mettre toutes les thèses, tous les trucs nuls à chier des droitos, en mode oui, les gens, ils foutent le zbeul, c'est pas bien, les gens libres, ah là là. On va dire, non, attends, please, rattrape ça, fais un rattrapage, il faut reprendre la balle là, il faut reprendre la balle. Pitié. Mais ça va, c'est bon, le rattrapage est présent. Je reprends. Le mot gouvernabilité n'était pas récent. On l'employait déjà au 19e siècle pour évoquer par exemple les propriétés des gouvernabilités d'un navire, les conditions de stabilité et de gouvernabilité d'un dirigeable, mais aussi la gouvernabilité d'un cheval, d'un individu, d'un peuple. Le terme désigne en ce sens une disposition interne à l'objet qu'il s'agit de conduire, la propension à se laisser diriger, la docilité ou la ductilité des gouvernés. L'ingouvernabilité se conçoit dès lors symétriquement comme une contre-disposition rétive, un esprit d'insubordination, un refus d'être gouverné, du moins, pas comme ça, pas pour ça, pas pour eux. Mais ce n'est là qu'une facette du concept, seulement l'une des dimensions du problème. J'avoue que j'allais sortir un bingo Lordon, hein. Ouais, ça partait bien. Hein. En vrai, du coup, moi, je vais vous laisser, c'est trop compliqué. Il n'y a aucun problème, Asa, aucun problème. Passe une excellente fin de journée, à demain, du coup. C'est pour ça que j'écoute pas de podcast. Ouais, je crois qu'on avait déjà parlé en plus de ça. Je crois qu'on avait déjà dit que justement, tu avais du mal sur ce genre de choses. Du coup, il n'y a vraiment aucun problème. En tout cas, passe une aussi bonne journée que possible. Ça t'aura au moins servi à penser à prendre tes médocs. Tu vois? Ça valait le coup. Ça valait le coup. En tout cas, passe une excellente fin de journée. Donc du coup, déjà, on peut voir une grosse distinction entre le livre de Lordon qu'on a fini la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je sais plus. Le livre de Lordon qu'on a fini il y a pas longtemps, par rapport à celui-là, c'est que ici, on nous dit, voyez tout ça, c'est réactionnaire et c'est de la merde. Alors que Lordon, il disait ça, premier degré. C'est la petite différence. C'est la petite différence. Je continue. La gouvernabilité est en effet une capacité composée qui suppose, certes, d'un côté de l'objet, une disposition à être gouverné, mais aussi, de l'autre, du côté du sujet, une aptitude à gouverner. La mutinerie n'est qu'un des cas de figure. Une situation d'ingouvernabilité peut être aussi le fait d'un dysfonctionnement, d'une faillite de l'appareil gouvernemental, ceci alors même que les gouvernés se montrent dociles.
Un phénomène de paralysie institutionnelle, par exemple, peut résulter d'autre chose que d'un mouvement de désobéissance civile. Schématiquement, une crise de gouvernabilité peut avoir deux grandes polarités. En bas, chez les gouvernés, en haut, chez les gouvernants, deux grandes modalités, la révolte ou la panne, gouverné rebelle ou gouvernant impuissant, les deux aspects pouvant bien sûr se combiner. Ce n'est, théorisait Lénine, que lorsque ceux d'en bas ne veulent plus et ceux d'en haut ne peuvent plus continuer à vivre à l'ancienne manière, qu'une crise gouvernementale est susceptible de se muer en crise révolutionnaire. Heureux, Abraxas. Ça commence bien quand même. Et c'est Lénine qu'on lit. Lordon, Lénine, pareil, hein, c'est vieux, c'est dépassé, c'est nul. Pardon. Du coup, là, en gros, il revient sur les théories conservateurs. Hein. Encore une fois, il a bien précisé que ça, c'est la vision conservatrice du truc. Hein. Il l'a dit littéralement la phrase d'avant. Avant cependant d'être reprise par la théorie critique, cette idée avait été énoncée par les intellectuels conservateurs. Donc on est vraiment sur l'idée que ça, ce sont des notions conservatrices qui ont été critiquées après. Mais là, globalement, dans les années 70, en gros, les auteurs avaient ces visions-là, et notamment les auteurs conservateurs avaient ces visions-là. Et donc notamment cette vision que tout simplement les sociétés doivent être gouvernées. Il y a des gouvernants, il y a des gouvernés, que c'est normal, que c'est comme ça que ça marche, et que parfois il y a des problèmes qui peuvent se présenter, mais dans tous les cas, la société doit être gouvernée, doit avoir des gouvernants, et que il faut juste changer un peu les modalités au niveau des gouvernés, des gouvernants pour que ça remarche, mais que c'est toujours comme ça. Mais encore une fois, là, globalement, il est sur c'est comme ça que c'était vu, pas c'est un fait. C'est déjà une grosse distinction par rapport à un Lordon, où Lordon vous dit c'est comme ça. Point. C'est la vérité vraie. Il faut des gouvernants, puisqu'il y a des gouvernés. Hein, on rappelle, on n'aime pas Lordon ici. C'est pas notre ami, c'est pas notre camarade Lordon. Hein. Vraiment pas. Hein. Je reprends. Dans les années 70, les théories conservatrices de la crise de gouvernabilité font elles aussi le lien entre ces deux aspects. Sans pour autant se croire à la veille d'une révolution, ces auteurs s'inquiètent d'une dynamique politique qui leur paraît conduire au désastre. Le problème n'est pas seulement que les gens se révoltent, pas non plus seulement que les appareils de gouvernement se congestionnent, mais que ces pannes et ces révoltes se surdéterminent les unes et les autres, pesant sur le système au point de le faire ployer dangereusement. Foucault, qui connaissait le rapport de la trilatérale sur la gouvernabilité des démocraties, le mentionnait pour illustrer ce qu'il préférait pour sa part appeler une crise de gouvernementalité. Pas un simple mouvement de révolte de conduite, mais un blocage du dispositif général de gouvernementalité. Et ceci pour des raisons endogènes irréductibles aux crises économiques du capitalisme, bien que s'articulant à elles. Ce qui était selon lui en train de se gripper, c'était l'art libéral de gouverner. Par quoi il ne faut pas entendre, ce serait un anachronisme, le néolibéralisme au pouvoir, mais plutôt ce qu'on en a appelé depuis le libéralisme encastré, une forme de compromis instable associant économie de marché, interventionnisme keynésien. Pour avoir étudié d'autres crises similaires dans l'histoire, il faisait le pronostic que de ce blocage, autre chose allait naître, à commencer par des réaménagements majeurs dans les arts de gouverner. Si la société est ingouvernable, ce n'est pas en soi, mais pour reprendre la formule de l'ingénieur saint-simonien Michel Chevalier, ingouvernable comme on veut la gouverner actuellement. C'est là un thème classique dans ce genre de discours. Il n'y a pas d'ingouvernabilité absolue, elle est seulement relative. Et c'est dans cet écart que réside à la fois la raison d'être, l'objet propre et le défi constitutif de tout art de gouverner. Et bonjour Sandwich et Felucci, j'espère que ça va bien. C'est tendu la compréhension là. Ah, vous avez eu du mal à suivre ça ? Du coup je peux vous le réexpliquer. En gros ce qu'il est en train de dire, c'est que les penseurs de l'époque, dans leur vision des choses, étaient dans cette optique qu'il n'y a pas un problème dans le fait de se dire qu'il faut gouverner, qu'il faut des gens gouverner. Et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. Oui. Du coup, en gros, ce qu'il était en train de raconter, c'est que voilà, les personnes de cette époque, les penseurs conservateurs, hein, il a bien précisé les penseurs conservateurs de cette époque, pour eux, il y avait des résistances dans la manière de gouverner, mais c'est pas parce que gouverner de manière autoritaire n'était pas ok, c'est parce que en fait, leur manière de faire là actuellement ne fonctionnait pas, mais c'était ok et c'est normal d'avoir un gouvernement.
d'avoir un gouvernement qui oblige, etc. Et donc que du coup, notamment quand on prend Foucault, qui étudie à cette époque-là ces choses-là, est arrivé sur l'idée que, en fait, on allait changer de forme de gouvernement. On allait changer notre manière d'avoir des gouvernants et des gouvernés, mais pas ça. Pas le fait d'avoir des gouvernants et des gouvernés. Ça, en soi, n'est pas un problème. Il y aura toujours des gouvernants et des gouvernés. C'est juste que la manière, là, actuelle, en gros, de faire ta sauce, elle marche pas. Ta sauce, elle brûle. Elle brûle parce que, par exemple, tu as changé ton feu. Voilà, on va dire, je vais vous faire une métaphore de la cuisine, vous allez voir, c'est incroyable. En gros, on faisait toujours la sauce de la même manière. Voilà, on avait notre petit chauffe-eau magnifique qui était bien, etc. Sauf qu'il est tombé en panne, on a dû le changer, parce qu'on a changé de technologie, peu importe. On s'est dit qu'on allait avoir une nouvelle gazinière incroyable, sauf que du coup, ça chauffe pas pareil, et donc, du coup, quand on fait la sauce de la même manière, ça marche plus. Et donc, il faut trouver une nouvelle manière de faire notre sauce. Concrètement, c'est ça. Mais on fait toujours la même sauce. Le but du jeu, c'est qu'on arrive toujours sur le même goût à la fin. Des gouvernants, des gouvernés. Mais du coup, les mecs conservateurs se disent pas, il y a un problème sur notre vision du monde, c'est il y a un problème dans la manière dont on le fait fonctionner. Cette vision du monde. Il faut juste trouver comment est-ce qu'on arrive à le refaire contenir. Et donc, à ce moment-là, voilà, ce que j'ai compris, c'est qu'on est toujours dans la sauce. Oui, oui, oui. C'est Foucault qui décrit ça, ou il pensait ça. Alors, je sais pas s'il pense ça, parce que j'ai pas trop lu du Foucault, parce que c'est chiant. Voilà, je suis désolé, je passe les pieds dans le plat. Foucault, c'est relou à lire. Et du coup, concrètement, là, ce que dit Chamaillou, c'est que Foucault faisait ce constat-là. Que les gens, les gouvernants, etc., étaient dans cette optique-là. Est-ce qu'il adhérait à cette vision du monde ou pas? J'en sais rien. Je n'en ai aucune idée, et je m'en carre un peu le coquillard, je vous avoue. Pour le coup. Mais ce que là fait comme constat Chamaillou, c'est que, en l'occurrence, Foucault faisait ce constat-là. Les gouvernants pensaient que... je pense pas, mais c'est pas le sujet. Voilà, vu ce que j'en ai connu et vu de Foucault, je pense pas particulièrement, mais comme je connais pas à outre mesure, je préfère ne pas me prononcer, quoi. Franchement, voilà. Foucault, il écrit avec des phrases trop compliquées et pas organisées pour dire des trucs. C'est chiant. C'est chiant sur 20. Mais donc du coup, je ne sais pas, donc je préfère ne rien dire. Je pense pas, c'est vrai que du peu que j'en ai vu, je ne pense pas. Mais très honnêtement, je préfère ne rien dire parce que je peux pas vous le dire en fait, parce que je sais pas. Donc vaut mieux ne rien dire que dire une connerie, tout simplement. Là encore une fois, ce qui est constaté, c'est que Foucault faisait ce constat-là. A priori, les gouvernants voulaient rester des gouvernants, et ils voulaient juste trouver une nouvelle manière de le faire pour que ça passe bien. Et donc, ils en arrivaient à cette crise que la société est ingouvernable, mais pas parce que, de fait, la société est ingouvernable de manière, on va dire, par essence, mais parce que la manière de faire là actuellement, comme ça, ne fonctionne pas avec les paramètres actuels. Et donc, il faut juste trouver une nouvelle manière de gouverner, mais qui soit toujours gouverné. Voilà, c'est simplement ça qu'il disait. Et du coup, bonjour à Sam, j'espère que tu vas bien, aussi bien que possible en cette belle journée. Et j'ai raté un message de Sandwich, ça va bien, je viens de presque finir d'écrire mon background pour Ultra. Et ben écoute, merci beaucoup pour les beats, merci énormément. Vient d'envoyer 50 engrais pour la forêt. Merci énormément pour l'engrais, pour la forêt. N'hésite pas, Sandwich, à m'envoyer des MP, des questions que tu as. Sur Alltray, tu n'hésites pas, tu m'envoies toutes les questions que tu as les unes après les autres, ou si tu préfères on peut se faire un vocal pour ça éventuellement ce soir après une fois que j'ai fini mon live lecture, mais si tu as des questions n'hésite pas quoi, vraiment laisse des MP, je te répondrai dès que possible. En tout cas, merci beaucoup pour les gens qui arrivent et merci énormément pour le soutien financier, c'est ce qui me permet de payer des pâtes, c'est important parce que c'est comme ça que je mange. Ouais, je sais, c'est bizarre mais manger c'est important dans la vie. Donc merci énormément, vraiment merci beaucoup du fond du cœur pour les gens qui font des dons, pour les gens qui font des bits, pour les gens qui font des subs, parce que vous aidez beaucoup, vous aidez énormément vu que le stream est ma seule activité, merci beaucoup. Je reprends la lecture. Bizarre d'avoir faim, ouais bizarre d'avoir faim. Dans ce livre, j'étudie cette crise telle qu'elle a été perçue et théorisée dans les années 70 par ceux qui s'évertuaient à défendre les intérêts du business. Au contraire donc d'une histoire par en bas, il s'agit d'une histoire par en haut, écrite du point de vue des classes dominantes, ceci principalement aux États-Unis, qui furent à l'époque l'épicentre d'une remobilisation intellectuelle et politique de grande ampleur. Donc vous voyez, on revient sur cette idée que il va nous parler des conservateurs, il va nous parler de la vision conservatrice de l'époque, mais c'est voulu, mais ça ne veut pas dire qu'il est d'accord, hein. C'est juste que c'est son angle d'approche.
regardez, les vieux cons, ils pensaient comme ça. Voilà, ce qui nous permet aussi de comprendre un certain nombre de choses sur comment est-ce qu'on en arrive aujourd'hui sur nos sociétés. Pourquoi est-ce que nos sociétés néolibérales sont comme elles sont? Parce que les personnes qui font les lois, les personnes qui font les rouages du système, complètement, c'est les patrons, c'est les politiques, et c'est eux et leur manière de voir qui font qu'aujourd'hui on est sur ces modèles-là. Et donc c'est important de comprendre pourquoi et comment ils l'ont construit et pensé. Karl Polanyi, désolé, je ne sais pas trop bien le dire, P-O-L-A-N-Y-I, donc j'aurais tendance à dire Polanyi, sûrement, expliquait qu'à l'essor du marché libre avait historiquement répandu, face à ces effets destructeurs, un vaste contre-mouvement d'autoprotection de la part de la société. Un second mouvement qui, avertissait-il, était incompatible en dernière analyse. Oh non, pas en dernière analyse. Le PTSD qui revient. Avec l'autorégulation du marché, et partant avec le système du marché lui-même. Or, c'est bien à ce même genre de conclusion que parviennent les intellectuels organiques du monde des affaires dans les années 70. Cela va trop loin, et si les tendances actuelles se poursuivent, elles aboutiront à la destruction du système de la libre entreprise. Ce qui s'est amorcé dans cette décennie, ce fut un troisième mouvement, une grande réaction dont nous ne sommes pas encore sortis. En dernière analyse, no. Plus de Lordon, pitié, pitié, pitié. Je veux étudier ici la formation de ce contre-mouvement d'un point de vue philosophique, c'est-à-dire en faisant la généalogie des concepts et des modes de problématisation qui l'ont animé, plutôt que d'en retracer de façon factuelle l'histoire institutionnelle, sociale, économique ou politique. L'unité de mon objet n'est cependant pas celle d'une doctrine, ce n'est pas une nouvelle histoire intellectuelle du néolibéralisme, mais celle d'une situation. Partir des points de tension repérables, des conflits tels qu'ils ont éclaté, pour examiner comment est-ce qu'ils ont été thématisés, quelle solution a été envisagée. J'essaye de rendre compte, de penser au travail, de leurs efforts, des intentionnalités qui les ont orientés, mais aussi des dissensions, des contradictions, des apories qu'elles ont rencontrées. L'enjeu du travail de réélaboration qui s'engageait alors n'était pas seulement de produire de nouveaux discours de légitimation pour un capitalisme contesté, mais c'était aussi de formuler des théories programmes, des idées pour agir, visant à reconfigurer l'ordre des choses. Ces nouveaux arts de gouverner, dont je propose de relater la genèse, sont toujours actifs aujourd'hui. S'il importe de mener l'enquête, c'est pour tenter de mieux saisir notre présent. Ce troisième mouvement n'est pas, et loin s'en faut, réductible à sa composante néolibérale doctrinaire. Beaucoup de procédés, de dispositifs devenus centraux dans la gouvernance contemporaine ne figuraient pas dans les textes des pères fondateurs du néolibéralisme, quand ils n'ont pas été introduits et défendus en opposition complète de leur thèse. Notre ère est néolibérale, certes, mais c'est un néolibéralisme qui est bâtard, ensemble électrique et par bien des aspects contradictoires, dont les synthèses étranges ne s'éclairent que par l'histoire des conflits qui en ont marqué la formation. Hop. Alors, vu que Usul est une sombre merde, j'aurais tendance à dire que non. Merci. On a déjà un caca, on n'a pas besoin d'un caca qui fait un caca. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. J'ai plus à boire, attendez un instant. Hop, voilà. Je me permets de boire un coup, hein, on voulait point. Donc, là concrètement, qu'est-ce qu'il nous raconte Jean-Billy? Il nous raconte, bah voilà, je vais faire une approche en partant du haut, de ce que les gouvernants ont voulu penser et établi. Et surtout, on va essayer de voir comment, malgré les on va dire, allers-retours théoriques, etc., qui sont faits au cours des années, le modèle actuel s'est imposé. Par quoi est-ce qu'il s'est imposé? Puisque l'idée, en fait, c'est que c'est pas les mecs fondateurs qui ont fait en tant que tel ce qui est là aujourd'hui présent. Ils y ont participé. Mais tout ce qui est depuis eux aussi a participé à en faire aujourd'hui le modèle que l'on connaît, le modèle dans lequel on vit. Quand vous avez notamment des courants parfois qui se sont opposés à ce que certains pères fondateurs du néolibéralisme ont pu faire, et bien parfois ça a marché, parfois ça s'est installé. Et du coup, le modèle que nous avons aujourd'hui, en fait, est un modèle qui est hybride, un modèle qui est mélangé, qui est le fruit de tous ces éléments. Il y a d'ailleurs une discussion dans le Discord aujourd'hui des problèmes avec Usul. Ouais, tout à fait, dans le canal Forêt Vénère.
dans le canal Forêt Vénère, donc sur le Discord, pour ceux qui ne connaissent pas le Discord. Je vais me permettre de refaire point d'exclamation. Hop. Discord. Voilà, vous pouvez rejoindre le Discord, vous y serez les bienvenus. Un certain nombre de rôles permettent... Et bonjour, et merci beaucoup pour le follow. Un certain nombre de rôles vous permettent d'accéder à des canaux. Oui. Notamment, vous avez un des canaux qui est accessible par rôle, qui est le canal Forêt Vénère, qui est en gros le canal pour parler d'actualité, pour parler des trucs qui peuvent nous mettre vénère, etc. Enfin, à la base, c'est vraiment plutôt un canal sur l'actualité. C'est juste qu'on a eu remarqué quand même que l'actualité étant particulièrement pourrie, on a tendance à surtout parler de trucs vénères. Voilà. Mais toujours est-il que on a eu une petite discussion justement sur Usul et sur les problèmes qu'il y a à côté. Et pas que Usul en général d'ailleurs, parce qu'à la base on est parti sur une discussion sur Blast. Et pourquoi est-ce que Blast peut poser problème? J'ai pas ce canal, mais je pense que c'est volontaire. L'idée en fait, c'est que sur mon Discord, la plupart des canaux ne sont pas accessibles de base. Pour justement vous éviter de devoir subir des choses que vous n'avez pas envie de subir. Donc en fait, si vous allez dans le canal... Dans le canal qui est forcément accessible rôle et charte, vous avez un des messages où vous pouvez choisir des réactions. Vous savez, les petites images en dessous du chat, enfin au dessous du message, et ça vous permet d'avoir le rôle automatiquement qui permet d'accéder à tel ou tel canal. Et c'est le cas, par exemple, pour Triggered Fougère, qui est le rôle qui permet d'accéder au canal d'actualité, de sujets qui peuvent être lourds, etc. Donc le canal Forêt Vénère, parce que, encore une fois, parfois ça peut être lourd, et on n'a pas envie que les gens aient forcément ça en visuel s'ils n'ont pas envie. Et il y a pas mal de canaux qui sont comme ça, parce que vous avez le canal de soutien, où les gens peuvent partager ce qui va pas, et donc du coup éventuellement se soutenir les uns les autres, hein, c'est l'idée du canal. Lui n'est accessible que si vous avez le rôle de soutenant de fougère, et pareil il faut mettre un rôle dessus, comme ça si vous n'avez pas forcément envie de voir les dépressions, les problèmes, etc. de certaines personnes, ou des gens en général, quoi, parce que vous-même ça va pas forcément, vous n'êtes pas obligé de l'avoir en visuel, quoi. C'est vous qui choisissez si oui ou non vous avez les ressources pour aller voir tel ou tel canal. En fait, globalement, toute l'idée du Discord est comme ça, d'un peu cloisonner les choses. Tout est accessible pour tout le monde. Grosso merdo, il n'y a quasiment rien qui est inaccessible aux gens. Par contre, c'est à vous de faire la démarche d'accéder au truc pour éviter que vous soyez, encore une fois, présenté à des contenus qui peuvent être potentiellement violents pour vous, qui peuvent vous mettre mal. L'idée, c'est que vous soyez bien, aussi bien que possible dans le Discord. Et donc, ça passe aussi par ça, quoi, tout simplement. Bref. Focus Ficus, je reprends. Donc je vous ai expliqué le paragraphe, donc on est bon. Et dites-moi d'ailleurs si globalement vous trouvez que j'explique trop, que pourtant c'était suffisamment clair, que j'ai pas spécialement besoin. C'est un truc que je vous redis souvent, mais c'est pas sans raison. Moi personnellement, je suis issu de ces formations-là. Je suis issu de sciences humaines et sociales. Donc grosso merdo, tout ce qui est dit, moi je le comprends sans trop de problèmes en général. Bon évidemment ça dépend, il y a des auteurs qui sont plus ou moins accessibles, donc des fois c'est quand même compliqué aussi pour moi, hein, malgré le fait que j'ai le bagage adapté. Mais par contre, ça ne me permet pas de comprendre ce qui est accessible à d'autres qui sont en dehors de ces thématiques-là ou pas. Ce qui fait que des fois, il y a des trucs qui me semblent logiques, normal, que tout le monde comprend pour moi, sauf qu'en fait, la plupart des gens ne comprennent pas parce que je le comprends, parce que j'ai mon bagage. Et à contrario, il y a des fois où je me dis ça c'est peut-être un peu velu et je vais essayer de vous l'expliquer alors qu'en fait c'est tout à fait accessible. Donc n'hésitez pas à me dire si des fois tout simplement vous avez l'impression que là je passe trop de temps à expliquer un truc que vous avez tout à fait compris dès la lecture, ou à contrario s'il y a des trucs où je suis passé à côté, que pour moi ça me semble évident mais que vous n'avez pas compris et que j'ai pas pris le temps d'expliquer, n'hésitez pas bien évidemment. Je reprends la lecture. Cette crise de gouvernabilité a eu de multiples facettes, autant qu'il existe de rapports de pouvoir. Leur correspondu sur chaque terrain des retours de bâton spécifiques. Je me focalise ici sur la crise qui a affecté l'entreprise en tant que gouvernement privé. Ce choix d'objet est motivé, outre les enjeux toujours actuels qui apparaîtront au fil des chapitres, par une préoccupation plus spécifique. Alors même que la grande entreprise est l'une des institutions dominantes du monde contemporain, la philosophie demeure sous-équipée pour la pensée. Dans son corpus traditionnel, elle a surtout hérité des théories du pouvoir de l'État et de la souveraineté qui remontent au XVIIe siècle. Elle dispose depuis longtemps de traités d'autorité théologico-politique. Rien de tel pour les autorités, disons, corporato-politiques. Lorsqu'elle aborde enfin le sujet, en l'intégrant, par exemple, sur le tard à ses enseignements, c'est souvent de la pire manière, en régurgitant un discours indigent sur l'éthique des affaires ou la responsabilité sociale des entreprises, produit dans les business schools.
La philosophie comme servante non plus de la théologie, mais du management. Il serait temps de développer au contraire des philosophies critiques de l'entreprise. Ce livre n'est qu'un travail préparatoire dans cette direction, une enquête historico-philosophique sur certaines des catégories centrales de la pensée économique et managériale dominante, qui prospèrent aujourd'hui dans l'oubli des conflits et des visées qui ont présidé à leur élaboration et qui continuent d'en orienter le sens. Des bisous Sayoïste, merci d'avoir été là. Passe une excellente fin de journée, aussi bonne que possible. Me dites pas qu'on va citer du Spinoza, mais non. Mais non, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Là, plutôt, encore une fois, l'idée c'est que il est en train de dire, et c'est logique, hein, en gros, les pensées conservateurs, ils sont capables de faire que la même chose à chaque fois, c'est de citer des trucs conservateurs. Incroyable. Et donc du coup, ils prennent en fait de vieilles théories, de vieux travaux qui sont dépassés, mais qu'ils considèrent toujours comme d'actualité, et ils en sont incapables de faire la critique. Ils ne voient pas à quel point c'est dépassé, ils ne voient pas à quel point il y a des limites, ils ne voient pas à quel point ça ne correspond absolument pas au réel, et continuent à les utiliser, et de manière tout à fait légitime. Et le peu de moments où, en fait, des penseurs un peu plus actuels devraient pouvoir réussir à s'en détacher, pourraient devoir réussir à critiquer, eh ben ça se fait pas. En fait, ça se fait pas parce que c'est pas ce qu'on attend. En fait, c'est pas ce qu'on attend dans les écoles de commerce, c'est pas ce qu'on attend dans les écoles en général. On attend à aller dans le même sens que les poncifs qu'on a déjà, on attend à ce qu'on aille dans le même sens, on attend à légitimer le système. Et donc, concrètement, alors qu'on devrait pouvoir le critiquer, on le fait pas. Concrètement, les penseurs, les intellectuels, etc., vont dans le même sens, parce qu'on est toujours allé dans le sens là, donc on continue d'aller dans ce sens-là, sans prendre le temps de critiquer, alors qu'il y a de quoi critiquer à plein de niveaux. Et donc là, il dit en gros, moi je vais tenter de faire ça un petit peu, quoi. Puisque c'est pas spécialement fait, il est temps de le faire, quoi. Je vais tenter d'un petit peu partir dans cette direction-là. Voilà, c'est ce que nous dit du coup Chamaillou. Est-ce que ça va pour l'instant, c'est clair ou pas? Parce que je vois pas trop de retours, donc n'hésitez pas à me dire si ça va pour l'instant, c'est clair, ou si c'est déjà un peu trop lourd. Encore une fois, j'ai besoin d'avoir votre retour pour savoir comment que c'en est, si je dois réguler certains trucs ou pas, prendre plus de temps, moins de temps. J'ai besoin d'avoir votre retour là-dessus. Je reprends la lecture. Ce livre s'organise selon les différents axes qui, dans leur entrecroisement, constituaient la crise de gouvernabilité de l'entreprise telle que thématisée à l'époque. Pour les défenseurs du monde des affaires, chacun correspondait à une nouvelle difficulté, à un nouveau front sur lequel se mobiliser. Premier. Une entreprise, cela gouverne d'abord des travailleurs. Au début des années 70, le management est confronté à des indisciplines ouvrières massives. Comment y faire face? Comment restaurer la discipline perdue? Si les anciens procédés sont obsolètes, que pourrait être un nouvel art de gouverner le travail? Diverses stratégies sont envisagées et débattues. Second. Mais si l'on remonte plus haut sur l'axe vertical de la subordination, une seconde crise se présente, cette fois dans les rapports actionnaires et dirigeants. S'avisant que, dans les sociétés par action, les managers devenus simples gestionnaires des affaires d'autrui n'ont plus le même intérêt que les anciens patrons propriétaires à maximiser les profits, certains s'inquiètent d'une possible manquement de zèle de leur part, voire pire, d'une révolution managériale. Comment discipliner les managers? Comment les réaligner sur la valeur actionnariale? Troisièmement, dans le même temps, latéralement, dans l'environnement social et politique de la firme, des menaces inédites se font jour. Sur fond de rejet culturel et politique croissant du capitalisme, les nouveaux mouvements prennent directement à partie les directions des grands groupes. Comment faire face à ce qui apparaît comme une attaque sur le système de la libre entreprise? On se déchire quant à la stratégie à adopter. Quatrièmement, ces attaques montent en puissance et s'internationalisent, notamment avec les premiers grands boycotts lancés contre des multinationales. Les firmes se tournent vers de nouveaux consultants. Comment manager non plus seulement les salariés, mais aussi les contestataires extérieurs à la firme et au-delà d'eux, un environnement social devenu turbulent. De nouvelles approches et de nouveaux concepts s'inventent. Cinquièmement, à l'initiative notamment des mouvements écologistes naissants, de nouvelles régulations sociales et environnementales s'imposent. À la pression latérale des mouvements sociaux s'ajoute aussi celle verticale des nouvelles formes d'intervention publique. Comment mettre en échec ces projets de régulation? Quoi leur opposer, en théorie comme en pratique? Et sixièmement, à quoi, plus fondamentalement, ce double phénomène de contestation généralisée et d'intervention gouvernementale accrue est-il dû?
Au tard d'une démocratie-providence, assure-t-on, qui, loin d'assurer le consentement, creuse sa propre tombe. Aux yeux des néoconservateurs comme des néolibéraux, c'est l'État lui-même qui est en passe de devenir ingouvernable. D'où les questions: comment détrôner la politique? Comment limiter la démocratie? Donc ça, en gros, c'est tout simplement le plan du livre. Là, il vous dit, voilà, on va s'attaquer sur ces différents éléments. À chaque fois, je reprends, je le redis, quand même, qu'on soit d'accord. Il a bien précisé, il reprécise bien, ce n'est pas ce qu'il pense. Ça, c'est ce que pensaient, et peut-être ce que pensent toujours un certain nombre de personnes aujourd'hui, conservateurs, libéraux, néolibéraux. Et donc, en l'occurrence, là, le plan de son livre, c'est de reprendre ces différents axes de pensée de tous ces gens-là, de tous ces courants de pensée conservateurs, droitos, réactionnaires de l'enfer, pour essayer de comprendre comment, avec cette vision-là des choses, ils en sont arrivés au modèle qu'aujourd'hui nous avons. Comment est-ce que toutes ces personnes-là, en situation de pouvoir, ont pu pousser, forcer les sociétés à rentrer sur ces visions-là? Ça a aidé la partie sur entreprise management pour comprendre ce qu'il disait. Oui. Ça me rappelle mon école de ciné qui me foutait des droites quand je critiquais le concept de producteur. Ah, quel enfer. Quel enfer. Ça va être sympa cette lecture. Mais oui, mais je vous ai dit, quand j'ai vu l'auteur, moi comme je l'ai vu que en interview à la base, je me disais quand même, il sort des bons trucs. Il est bien. De ce que j'ai vu de ses prises de parole, etc., c'était pas mal du tout. Donc partant de là, je me suis dit, en vrai, un de ses bouquins, ça doit être bon. Un de ses bouquins, ça doit être sympatoche. Donc ouais, ça fait plutôt plaisir de voir que ça part bien. Ça part bien pour l'instant. Je reprends la lecture. Pour conduire cette enquête, je rassemble des sources hétérogènes relevant de disciplines différentes en prenant le parti d'entremêler références nobles et références vulgaires. Alors à chaque fois nobles et vulgaires entre guillemets. Lorsqu'elles traitent du même objet. Un prix Nobel d'économie pouvant par exemple côtoyer un spécialiste du flingage des syndicats. Donc en gros, là ce qu'il est en train de dire, c'est je m'en branle si tu as des diplômes. Tu peux être reconnu par le système comme étant un ponte. Finalement, ta source pour moi elle est aussi valide que Jean-Michel à côté. Si vous êtes cohérent, si vous êtes basé, si ce que vous avez fait comme travaux est solide, moi je m'en branle en fait que à la base tu sois universitaire, pas universitaire. Je vais vous utiliser au même niveau parce qu'en fait c'est de la connaissance. En fait vous apportez de la connaissance. Et ça déjà c'est un truc que je trouve bien. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs du coup je fais une pause en plein milieu du texte, je suis désolé. Mais ça me permet de remettre un petit tir sur le classisme. Voilà. Alors oui, mais pas en public si possible. Qu'est-ce que j'ai dit? Felloutier, le problème c'est qu'à la moitié du temps quand je te vois écrire, je m'attends à voir un truc de cul. Donc j'ai dû dire une phrase qui a dû être prise dans un sens de cul. C'est ça? Il s'en branle. Voilà, je m'en doutais. Je m'en doutais. Je te connais, Felloutier. Voilà, tu es une luciole. Nous le savons ici. Je me suis douté que j'allais dire un truc donc qui allait être vu comme ça. J'ai vu ta phrase, je me suis dit attends, il y a un truc que j'ai raté. J'ai dit quelque chose que j'ai raté. J'ai pas fait gaffe mais j'ai dit un sous-entendu sans le vouloir. Comme d'hab, vous allez me dire, on a l'habitude à force. je fais pas exprès de faire des sous-entendus, vraiment. Je vous jure que je ne fais pas exprès. Je ne fais pas exprès. Cette tech, elle est nickel. Oui, non, franchement, pour l'instant, j'aime bien son approche. On va pas se mentir, pour l'instant, j'aime bien son approche. Du coup, qu'est-ce que je raconte? Là, j'étais en train de faire une aparté parce que, à l'heure actuelle, il y a ce qu'on appelle le classisme, qui est extrêmement présent. Le classisme, ça consiste en gros à dire, on valide ce qui est issu du système, ce qui est valorisé socialement par nos sociétés, etc. Et à contrario, on ne prend pas en compte ce qui est en dehors de ces cadres-là. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, beaucoup de gens vus comme intellectuels, en fait, sont vus comme intellectuels parce qu'ils ont le diplôme qui dit que oui, ils sont intellectuels. Parce que oui, ils ont la reconnaissance par le système d'avoir fonctionné avec les besoins du système, comme le voulait le système, pour être reconnu par le système. Or, c'est profondément con, en fait, parce que c'est pas parce que tu es valorisé par le système que ce que tu vas dire est forcément vrai. A contrario, c'est pas parce que tu n'es pas valorisé par le système que ce que tu dis est forcément faux. Bien au contraire. Vous avez des gens qui sont tout à fait capables de développer des connaissances, de faire un vrai travail d'expertise et même d'être beaucoup plus compétents et expertes que des personnes qui sont reconnues par le système sur un certain nombre de questions. Parce qu'il y a un vrai travail à côté en fait qui est fait.
Et le truc, c'est que trop régulièrement, on le prend pas en compte. En fait, trop régulièrement, il faut être reconnu par le système. Sauf que dans une société comme la nôtre, être reconnu par le système, ça pose des problèmes parce qu'il y a des biais monumentaux. Dans une société patriarcale comme la nôtre, dans une société aussi bourgeoise que la nôtre, dans une société aussi raciste que la nôtre, etc., 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 on se rend compte que les personnes qui ont des diplômes, les personnes qui sont vues comme des intellectuels, les personnes qui sont mis visibles comme intellectuels, sont globalement des mecs blancs, cis, hétéros, valides. Et du coup, ça pose un peu problème. Parce que à côté, tu as des scientifiques qui sont des meufs, tu as des scientifiques qui sont des personnes racisées, tu as des scientifiques qui sont par exemple des personnes trans, etc. Sauf qu'on les invisibilise parce qu'on ne veut pas les entendre, parce qu'elles ne rentrent pas dans les codes sociaux valorisés dans notre société. Et donc vraiment, il y a un truc qui me pose énormément de problème avec ce classisme dégueulasse qui est constamment présent. Donc entendre là que il va globalement n'avoir rien à péter et qu'il va utiliser une source qui est valide, qui est validable. Et là par contre c'est ça qu'il faut bien aussi prendre en compte. Ça veut pas dire que on prend n'importe qui dit n'importe quoi et puis YOLO ça a la même valeur. Qu'on soit d'accord, c'est pas le propos. C'est pas ce qui est dit, parce que souvent c'est ce que vont nous sortir des droitos de l'enfer, c'est « Ah oui, mais du coup vous voulez écouter n'importe qui, n'importe quel complotiste et mon cul, ?» Non, c'est pas le propos. C'est qu'on peut voir un travail qui est solide, on peut le voir en fait. Ça se travaille, ça se reproduit, ça se teste. On voit si quelqu'un qui se présente comme expert est réellement expert. Et en l'occurrence, là, concrètement, ce qu'il dit, c'est « Moi, tant que je vois que le travail il est valide, que le travail est propre, que ce qui est dit n'est pas dit comme ça, sorti d'un chapeau magique, je prends en fait, parce que c'est solide. Que la personne soit reconnue par le système ou pas, je m'en fous. Ce qui est important, c'est comment ça a été fait. Si ça a été bien fait, c'est bon, je prends, point. Et ça c'est très important parce qu'encore une fois, dans notre société, c'est pas ce qu'on fait. C'est très régulièrement, c'est pas ce qu'on fait. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des fraudes monumentales qui sont mises en avant encore et encore et encore, alors qu'ils disent des conneries, du genre leur don. Leur don qui est reconnu par le système, qui est mis en avant comme grand penseur incroyable qui dit des vérités vraies, alors qu'il dit de la merde sur de la merde sur de la merde, servi avec un coulis de merde. Mais il est valorisé par le système. Voilà. Donc c'était un petit aparté que je voulais faire quand même. Je reprends la lecture, pardon. Donc, ces écrits ont en commun d'être des textes de combat qui répondent tous d'une façon ou d'une autre à la question « Que faire ?» Des textes où s'exposent des procédés, des techniques, des tactiques, que ce soit très concrètement, par exemple dans des guides pratiques ou des manuels à destination des managers, ou de façon plus programmatique par des réflexions sur des stratégies discursives ou pratiques d'ensemble. Ce corpus est principalement constitué de sources en langue anglaise. Pour ce qui est de la pensée managériale et des théories économiques de la firme, les États-Unis ont été le foyer de nouvelles notions qui ont rapidement bénéficié d'une diffusion mondiale. Je me mets souvent en retrait dans l'écriture, ceci pour reconstituer, par découpage et montage de citations, un texte composite dont les fragments assemblés valent chacun souvent moins par leur attribution à un auteur singulier qu'en tant qu'énoncé caractéristique des différentes positions que je m'efforce de faire parler. Le système lui a donné sa place et lui, il leur donne quoi? Quel enfer. Quel enfer. Alors attendez, je lis des choses. Ok, j'étais en train de lire Sandwich qui m'a écrit des messages. Et du coup, oui, je vois quoi répondre et quand répondre. Mais du coup, je vais continuer la lecture un petit peu. Chapitre 1. Indiscipline ouvrière. D'ailleurs, là, on vient de finir l'introduction. Ça va, du coup, l'introduction, ça vous donne envie, ça vous hype. Vous n'avez pas envie de vous partir, de vous crever les tympans, d'aller faire une révolution sur leurs dons. Ça va pour l'instant? Ça vous semble intéressant, la lecture qu'on est en train d'entamer? Pas trop horrible sur 20? J'espère. J'espère. Pour l'instant, c'est cool. Ok, très bien. Donc, chapitre 1. Indiscipline ouvrière. Mettre 13 petites fiches dans 13 petits trous, 60 fois par heure, 8 heures par jour. Souder à la passe 67 pièces de tôle par heure, se voir placer un jour devant une nouvelle bécane qui en réclame 110. Travailler dans le bruit, dans un brouillard d'huile, de solvant, de poussière métallique. Obéir sans répliquer, subir des sanctions sans appel. André Gorz. Tommy,
passe le joint à Yanagan, qui inspire profondément la fumée avant de me le tendre. La fumée qui m'emplit les poumons fait battre mon sang. Bientôt les étincelles qui volettent dans l'air, l'acier brûlant, les explosions dans la fournaise qui nous surplombe. Tout cela se met à revêtir l'aspect frivole d'une nuit de carnaval. Bennett Kremen. J'ai toujours eu envie de faire une révolution, mais ça c'est indépendant du live. Oui, certes. Je suis concentré sur la recherche de ma boîte à lunettes. Je peux comprendre. Courage, tu la retrouveras. Tu la retrouveras. La jeune génération, qui a déjà ébranlé les campus, averti en juin 1970 le New York Times, montre aussi des signes d'agitation dans les usines de l'Amérique industrielle. Les jeunes travailleurs sont nombreux à exiger des changements immédiats dans les conditions de travail et à rejeter les disciplines d'usine. La discipline du travail s'est effondrée, observe la même année un rapport interne de General Motors. Si la discipline c'est avoir prise sur le corps des autres, l'indiscipline se manifeste à l'inverse par un irrésistible élan de déprise. Ne plus tenir en place, fuguer, se dégager de l'emprise, reprendre son propre corps et partir avec. Or, c'est bien cela que l'usine se met à susciter massivement à l'époque, tant il y a dans la jeune génération ouvrière une profonde détestation du travail et un désir de s'en échapper. Je fais ma vaisselle, donc je suis pas à 100% sur l'écoute, pas de problème. Mais du coup, j'espère que la vaisselle se passe bien. Dans l'industrie automobile américaine, le turnover est énorme. Plus de la moitié des nouveaux travailleurs non qualifiés quittent leur poste avant la fin de la première année. Certains sont tellement rébutés par le premier contact avec le travail à la chaîne qu'ils disparaissent dans la nature dès les premières semaines sans même prendre la peine de revenir chercher à l'usine, rapportant avec stupéfaction les managers, la paie correspondant au temps qu'ils y ont travaillé. On est globalement dans les années 70. Là, c'est le début, c'était le New York Times des années 70, littéralement, juin 1970. Donc globalement, on est sur les années 70-80, dans ces eaux-là. À General Motors, 5% des travailleuses s'absentent quotidiennement sans réelle justification. Le lundi et le vendredi, ce taux est multiplié par 2. L'été, dans certaines usines, il peut même atteindre les 20%. À quoi ressemble un lundi d'été à l'usine ? Demande Tan, en 1973, à un ouvrier de l'automobile. Je ne sais pas, j'y suis jamais allé un lundi. Parfait. Excellent ouvrier. Comment se fait-il que vous ne veniez travailler que 4 jours par semaine ? Interroge-t-on à un autre. Et sa réponse : parce que si je venais travailler que 3 jours, je ne gagnerais pas assez pour vivre. Parfait. Ça c'est fait. Allez, c'est bon. Mais que voulez-vous au juste ? S'enquiert-on auprès d'un troisième ? Ce que je veux, c'est avoir une chance de me servir de mon cerveau. Un travail où l'éducation que j'ai reçue au lycée compte pour quelque chose. Et l'usine, bah c'est comme t'es comme en cellule, répond encore un autre. Sauf qu'en tôle, t'as davantage de temps libre. Allez, hein. Et dis donc, les Américains des années 70, ils avaient des trucs à dire, hein. Bon, je présume que les Américains d'aujourd'hui ont aussi des trucs à dire, mais... les belles réparties, hein. La sélection des citations est pas mal. J'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je pense que vraiment celle que je préfère, c'est celle de... Mais pourquoi vous ne travaillez que 4 jours par semaine ? Bah parce que si je travaillais que 3 jours, je gagnerais pas assez. Allez. Ça, c'est fait. On passe à autre chose. Très bien. De fait, on s'y abîme le corps et on s'y éreinte l'esprit. Toujours refaire la même chose, ça vous tue. Je chante, je siffle, je lance de l'eau sur un autre gars de la chaîne, je fais tout ce que je peux pour tuer l'ennui. Ne plus supporter l'infinie répétition du même. Aspirer à créer plutôt qu'à produire. Des fois, par mauvais esprit, quand je fais quelque chose, je cabosse un peu la pièce. J'aime bien faire quelque chose qui la rende vraiment unique. Je lui donne exprès un coup de marteau pour voir si ça passe. Juste pour pouvoir dire que je l'ai fait. Les indisciplines ordinaires, tout comme les disciplines dont elles sont le pendant, relèvent d'un art du détail. Elles mettent tout autant de minutie et d'obstination à produire leurs dérèglements que le camp d'en face à édicter ses règlements. Opérant à l'échelle du plus petit geste, elles récupèrent des instants de répit, grappillage acharné dont le butin se compte au mieux en dizaines de secondes arrachées pour soi à la cadence de la chaîne. À la fin, le principal problème, c'est le temps.
ralentir exprès, freiner, seul ou collectivement, ou bien à l'inverse, parfois accélérer pour pouvoir jouir ensuite d'une micro-plage de temps mort. Presque tout le monde le fait, joue à ce petit jeu-là. Truander une poignée d'instants pour soi, pour souffler, échanger 3 mots, faire autre chose. Je suis devenu assez bon dans mon boulot pour pouvoir faire très vite 2 ou 3 voitures à la suite et me garder peut-être 15 ou 20 secondes avant la suivante. Durant ces intervalles, ce que je fais, c'est que je lis. Je lis le journal, je lis des livres, des fois des livres assez compliqués. Ce qu'il m'a fallu apprendre pour pouvoir lire dans ces conditions, c'est à retenir ce que j'ai lu et à retrouver très rapidement l'endroit où je me suis arrêté. Si la discipline est une rythmopolitique ou un chronopouvoir, l'indiscipline l'est aussi, mais dans une direction diamétralement opposée, une lutte contre la montre d'un genre particulier. J'ai vu une femme à l'usine courir le long de la chaîne pour garder la cadence. Moi je ne cours pour personne, il est hors de question que quiconque m'ordonne de courir à l'usine. Les premiers grands refus de l'accélération ont été des luttes ouvrières. Les indisciplinés sont des voleurs de temps. Pas mal, hein. Quand je dis de chier sur le temps du boulot, I mean it. Voilà, vos pauses vidanges, pas sur vos temps de pause, hein, ce sont 2 temps différents, ouais. C'est pas mal, hein. Franchement, ils sont plaisants les passages. Ils sont grave plaisants. Hein. Bon, j'ai pas grand chose à vous dire là-dessus, hein. Vous doutez bien que là, c'est du témoignage. Je vais pas. À moins que vous ayez vraiment besoin que je revienne dessus, mais ça me semble pas nécessaire du tout. Mais par contre, ils sont bons, hein. Ils sont très 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 bons les passages d'ouvriers là. J'aime bien, j'aime beaucoup. Bon, c'est aussi un petit peu effrayant de voir dans quelles conditions on les a mis, hein, parce que pour que le mec il te dise moi j'utilise 15-20 secondes pour bouquiner, et que du coup il a dû développer le talent de tout retenir pile poil comme il faut pendant qu'il fait 3 bagnoles avant de revenir lire pendant 15-20 secondes une page de plus, ou en tout cas un paragraphe de plus, c'est chaud quand même, hein. C'est grave. Ou encore quand t'as un autre témoignage où on dit que la personne a vu une femme qui devait courir le long de la chaîne pour essayer de réussir à garder la cadence, la violence du truc, quoi. Et encore une fois, c'est des choses qu'on voit encore aujourd'hui, hein. C'est pas quelque chose qui a arrêté, hein. Ça n'a pas disparu, hein. Les gens qui sont obligés de bazarder les trucs, de faire vite, de se presser, de se pressurer les uns les autres, c'est un truc qu'on sait être encore d'actualité, hein, malheureusement. Ça va, ma fille? Tu tournes un petit peu. Toi, tu te pressures pas, toi, hein. Oh, toi, t'es pas trop la pression, hein. Oh là là, hein. Non, c'est pas trop la pression là-bas, ça va, hein. C'est pas trop la pression, hein. Petite pépette. Moi. On la croquerait toute crue tellement elle est belle. Ouais, de s'adapter à des cadences de machine qui est horrible et décidée par un supérieur arbitrairement, ouais. Quel enfer. Je reprends. À General Motors, relate un syndicaliste, la maîtrise exerce son pouvoir comme dans une dictature. L'autoritarisme des petits chefs, la surveillance rapprochée, les consignes tatillonnes, les ordres absurdes, les insultes et les coups de pression, c'est tout cela aussi qui ne passe plus. Le contremaître, résume sobrement un ouvrier noir de Baltimore, pourrait respecter davantage les travailleuses, leur parler comme à des hommes plutôt que comme à des chiens. Bon, évidemment, il y a des moments où je peux me permettre de remplacer certains termes, genre là c'était travailleurs, pas travailleuses, etc. Nonobstant, quand c'est des citations en tant que telles, par contre, j'ai tendance à redire exactement ce que dit la personne. Mais vous vous rendez compte que c'est les années 70, quoi. Donc la misogynie crasse étant toujours d'actualité, vous vous doutez bien que dans les années 70, c'était pas extrêmement mieux, hein, voilà. Mais bon. Le chef de prod qui dit monte la vitesse aux opérateurs pour atteindre les cibles alors que ça risquait de produire de la non-qualité ou des casse-machines. Mais bien sûr. Mais il y en a plein des trucs comme ça. Il y en a plein. Mais parce qu'au moins on a fait du chiffre. Ouais, mais la moitié des trucs sont achetés. Oui, mais au moins on a fait les quotas. C'est complètement con. Ça n'a aucun sens. C'est pas efficace. Tu perds du pognon. Et les mecs voient pas le problème, quoi. C'est aberrant. Et bien sûr, en plus de ça, tu détruis les employés. Tu les détruis. Tu les mets en miettes pour faire ça. J'étais un G, je subissais pas en première ligne les conséquences des conneries. Bah, c'était au moins ça. Mais par contre, il y en a qui subissent en première ligne, quoi. Ou le nouveau chef qui monte la cadence pour montrer qu'il est meilleur que le précédent, et ainsi de suite. Oui. L'efficacité du capitalisme, hein, nous connaissons l'efficacité du capitalisme. Le capitalisme qui est le meilleur ennemi du capitalisme, limite. Mais bon, bref.
Je reprends. L'état de tension sociale, s'alarme le Wall Street Journal en 1969, est le pire que l'on ait connu de mémoire d'homme. Tout laisse penser que l'on se dirige, annonce Fortune, vers une bataille épique entre le management et le travail. De fait, au cours de la seule année 1970, près de 2,5 millions de travailleuses se mettent en grève aux États-Unis. C'est la plus grande vague d'arrêt de travail depuis l'immédiat après-guerre. À l'importance numérique des mobilisations s'ajoute la radicalité des formes de lutte. Au-delà des revendications salariales, les griefs portent sur les formes d'organisation du travail et visent l'autorité qui les impose. Oui, tout à fait. Ça te touchait alors que tu n'étais pas en première ligne. Oui, j'ai bien compris. C'est absurde, mais il y a des indicateurs sur les nombres de pièces et pas sur la qualité. Donc, elles veulent se faire mousser. Les managers doivent faire ça parce que l'organisation est absurde. Oui, complètement, mais à 200%. Enfin, moi, encore une fois, j'intervenais notamment en entreprise sur l'organisation du travail parce que moi, mon statut était conseiller externe en entreprise sur les conditions de travail, qualité de vie au travail, organisation du travail, puisque mon titre à la base, c'est psychologue social du travail et des organisations. Donc c'était typiquement ce genre de choses où j'intervenais. Et c'est vrai qu'il y a des moments où tu vois que vraiment c'est absurde. Vraiment, tu as des trucs où ça n'a aucun sens. Il y a des indicateurs qui sont complètement éclatés et tu vas forcer les ouvriers, les personnels à rentrer dans ces cadences-là, qui fait du mauvais travail, qui n'est pas efficiente, mais c'est important parce que quand même, ça a fait du chiffre. Oui, mais c'est du chiffre qui n'est pas utilisable. Oui, mais ça a fait du chiffre. Cool. Et du coup, on a épuisé et défoncé les employés et derrière, on n'a pas des trucs qu'on peut vendre ou quoi que ce soit. Donc en fait, on fait quoi? Ouais, c'est la faute des ouvriers, ils ont qu'à mieux travailler. Mais comme du coup, on a des problèmes budgétaires, et bien du coup, on va réduire la quantité d'ouvriers. Et il faut faire évidemment les mêmes objectifs qu'avant. Voire les meilleurs objectifs encore. Donc avec moins d'ouvriers. Et en les accusant, du coup, d'avoir des cadences qui sont beaucoup trop élevées, qui produisent de fait du matos non utilisable, mais c'est leur faute. Vas-y, décris pas mon ancien taf. Je suis désolé, malheureusement, c'est beaucoup trop de gens. C'est pas spécialement toi, malheureusement. Désolé. Une mission intérim qui m'a marqué, c'était une chaîne de prod où il n'y avait pas de bouton accessible pour nous, pour arrêter la machine. Tu ne savais littéralement pas comment faire pour aller aux toilettes ou quoi. Il n'y avait pas de sécurité qui stoppait la prod quand c'était bouché, ça tombait par terre. Mais oui, bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. J'ai travaillé aussi à l'usine, une usine de pâtisserie. Quand j'étais en études, en fait, que je faisais un petit boulot à la con, j'étais dans une usine de pâtisserie. Donc en gros, tous les trucs Marie, etc. Vous savez, les marques Marie, c'est Marie Blachère, un truc comme ça, je sais plus. Globalement, c'est des produits qui sont faits à la chaîne dans des usines de pâtisserie, quoi. Pareil, on avait des chaînes de production où en fait ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête jamais. Et toi, sur la chaîne de production, tu n'as aucun moyen d'arrêter la chaîne de production. Tu ne peux pas arrêter la chaîne de production. Et pareil, si tu as un blocage à un endroit, et Dieu seul sait qu'il y avait des blocages constants, le matos, donc la nourriture, tombe au sol. Et le plus drôle là-dedans, attention, y a des gens qui vont péter un câble, quand la nourriture est suffisamment en bon état au sol, vous avez le manager qui vient et qui le remet dans une boîte. Eh oui. Eh oui. Oui, la surprise est nulle, surprise, mais en fait non, pas surprise, Eh non. Incroyable. Voilà. Donc vraiment, on était sur des trucs de l'enfer, On était sur des trucs de l'enfer. Et après, il faut savoir qu'en plus, le truc qui est rigolo, c'est que les boîtes peuvent dire qu'elles sont pas au courant, parce que de fait, elles sont pas au courant. Tout ce qui est les marques qui vendent ces produits-là sont pas au courant, parce que ces usines sont des usines qui, en fait, produisent pour plein de marques. C'est de la sous-traitance, en fait. C'est de la sous-traitance. Donc du coup, le pire des cas qu'il peut y avoir, c'est si tu as un rappel de produit, parce que voilà, comme Divine, tu peux te retrouver avec des cas de salmonellose, etc. Enfin, tu vois, des trucs qui vont se répandre. Donc du coup, on va gueuler en disant « Attendez, c'est pas OK ». Et l'entreprise va juste dire « Ah mais c'est pas nous, en fait, c'est de la sous-traitance, donc en fait, on n'est pas responsable. On va rappeler le produit parce que voilà, c'est normal et tout, on tient évidemment à la santé, à la sécurité de nos consommateurs. Mais c'est pas notre faute, c'est pas nous. Regardez, c'est l'entreprise qui sous-traite. »
Alors même qu'on sait très bien qu'ils sous-payent les contrats, qu'ils font exprès de pressurer, et qu'en fait tout le système est pété à tous les niveaux. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quoi. Il faut arrêter de se foutre... Enfin, vraiment, c'est du foutage de gueule, mais phénoménal. Phénoménal. Hop, attendez, je me permets d'aller regarder parce que j'ai une notif. Glitch. Et Glitch, elle m'envoie des trucs. Elle m'a envoyé, t'as bossé en pâtisserie. That's why you are so sweet. Voilà. Quand je bossais à McDo, autant il y avait plein de trucs pour lesquels l'hygiène ça déconnait pas du tout, autant pour le lavage de mains, il y a des gens qui n'étaient carrément pas au point. Mais tu m'étonnes, tu m'étonnes, tu m'étonnes. C'était smooth, non mais c'était smooth, c'était smooth. C'était smooth. Non mais c'est vrai que c'était smooth. Non voilà, c'est le travail à l'usine, c'est vraiment une merde phénoménale quoi. Donc quand je lis qu'il y a des gens qui n'avaient pas de bouton pour arrêter la chaîne de production, bah, moi je sais que pareil, je suis passé dans une usine. Alors on va dire que ça va parce que c'était une usine de pâtisserie. Donc disons que les trucs qui tombaient au sol, ça allait pas te faire de mal quoi, tu vas pas te blesser. Encore que techniquement, si t'as de la crème pâtissière sur tout le sol, vous vous doutez bien que vous pouvez tomber dans le... Enfin, vous tombez au sol, vous pouvez vous taper, etc. Et donc non, c'est dangereux quand même. Hein. Mais bon, bref, il n'y avait pas de bouton non plus pour les pauses. Et les pauses, c'était 15 minutes par demi-journée, point. Et c'était au moment où le manager arrête la ligne de production parce que la commande est finie. Ce qui du coup est rigolo quand vous avez une commande qui dure toute la journée. Parce que du coup, le manager, il faut aller le tirer pour lui dire non mais là tu vas mettre en pause la chaîne de management s'il te plaît. Enfin la chaîne de l'usine, tu vas l'arrêter. Et après il va te... Et c'est ça qui était incroyable en plus. Je me souviens d'une fois il nous a sorti une excuse mais phénoménale. Faut savoir que comme du coup on était sur une ligne de production, en gros vous avez les produits qui sont faits par les cuisines, qui sont, alors ça s'appelle des cuisines, hein, mais vous imaginez bien que c'est des trucs de matos, de machines énormes qui produisent les pâtisseries, etc. à la chaîne, hein, qui vont donc sur une ligne de production, un tapis roulant, qui vont dans un énorme four, où en fait vous avez le tapis roulant à l'intérieur du four qui descend au fur et à mesure, hop, et qui ressort. Et donc moi j'étais en bas à la sortie du four. D'ailleurs c'est rigolo parce que toute l'usine est à moins 5 degrés, parce qu'il faut que les produits restent le plus en bon état, etc. Sauf que du coup, comme je suis assez régulièrement, j'étais à la sortie du four qui lui par contre est pas du tout à moins 5 degrés. C'est le principe d'un four. Du coup, c'est rigolo quand face à toi, t'es en train de brûler, mais par contre, t'as tout l'arrière qui est en train de geler. Vraiment, bonne expérience, c'était fun. Bref, et donc du coup, la justification qu'il nous a dit plus d'une fois pour nous sucrer les pauses, c'était mais je peux pas arrêter la ligne de production parce que si j'arrête la ligne de production, les produits qui sont dans le four, ils vont brûler. Et donc du coup, ils seront perdus. Donc je peux pas arrêter la ligne de production. Merci manager. Merci. C'est vrai que du coup, demander aux cuisines d'arrêter d'aller faire leur pause maintenant, ce qui fait que du coup, il va plus y avoir de produits dans le four. Ça serait trop dur. C'est vrai que ça serait trop dur. Ça serait pas possible, tu vois, genre non. Mon cul, hein. Mon cul, hein. Vraiment, c'était infernal. Je me rappelle des échanges qu'on avait avec les autres ouvriers ouvrières. Il y en avait un en particulier, il avait fait du coup des études pour être boulanger à la base. Il voulait être boulanger et il avait trouvé que ça comme emploi et il pétait un câble. Parce qu'il disait mais putain moi je veux faire du pain, je veux faire des pâtisseries mais je veux les faire quoi. Là je me contente de vider des sacs de sucre, des sacs de farine etc. dans les bassins et puis c'est tout quoi en fait. Et t'appuies sur un bouton et ça tourne et puis voilà, ça te fait les trucs et toi tu fais rien en fait. Toi tu cuisines pas, tu fais pas de pâtisserie, tu fais que de. Et il était dégoûté parce que c'était le seul taf qu'il trouvait en tant que boulanger quoi. Mais après vous avez des connards comme Macron qui vous disent non mais vous voulez un emploi mais traversez la rue. Sachant aussi que les journées commençaient à 5h du mat, je tiens à le préciser, commençaient à 5h du mat, donc dans le froid, parce qu'évidemment, encore une fois, il faisait moins 5 degrés dans toute l'usine, globalement. Alors évidemment, pas dans les bureaux, dans les bureaux, dont il faisait très bon. Mais nous, les bureaux, on n'y passait pas en fait. C'était pas pour nous. Ce qui était marrant d'ailleurs, parce que les bureaux, par contre, nous regardaient. Ça aussi, c'était rigolo. Donc toute l'usine était en fait comme un énorme entrepôt. Les bureaux se étaient à l'étage, et en fait, à l'étage, vous avez une énorme baie vitrée sur les bureaux, les salles de réunion, etc., qui du coup, eux, pouvaient nous regarder.
Bon, nous on pouvait pas trop les regarder parce que bah, vous vous doutez bien qu'il fallait lever la tête et la plupart du temps on n'était pas en train de lever la tête puisqu'il y a les chaînes de production qui étaient devant nous. C'était vraiment très très sympathique. Je vois que je suis impressionné par le niveau de mauvaise foi. Bah, c'est le travail à l'usine, hein. C'est fun. Hein. Mais voilà, du coup, parfois on se prenait des petits retours de temps en temps. Ça arrivait qu'on avait le manager qui arrivait et qui nous disait alors, par contre, il y a le patron qui a vu machin un petit peu flâner, faudrait que tu fasses un peu plus attention, etc. Ah, c'était bonne ambiance. Hein. Bonne ambiance. Hein. Et évidemment, tout ça payé au SMIC, hein, vous vous doutez bien. Hein. Donc, non, franchement, c'était cool. C'était cool. Belle expérience, belle expérience. Bref. Et oui, encore une fois, là c'est plutôt soft. Hein. C'est pas la pire expérience de travail que j'ai eue. Hein. C'était pas une bonne expérience de travail, mais c'est pas la pire expérience de travail que j'ai eue. Vraiment pas. Hein. Vraiment pas. Hein. Oh. Écoutez, entre vous et moi, je peux même faire un truc. Parce que je suis sympa. Pouf. Hop. Alors, que je vienne voir ça. C'est où? Je vais essayer de vous choper l'endroit. En vrai. Paf, paf, paf. C'est par ici. Voilà. Et est-ce qu'on a une page du site? Oh, on a une page de site. Incroyable. C'était précisément cet endroit-là. Si vous posez la question, les gens du chat, écoutez. Voilà, ça c'est l'endroit où j'ai travaillé. Donc vous allez voir, il est joli le site, hein. Il est beau le site, il est mignon le site. Hein. Il vous dit regardez comme on fait des belles tartes, comme on fait des beaux trucs, etc. Ils vous mettent des jolies photos de gens avec des belles tenues de pâtissiers, etc. C'est rigolo. Par contre, vous n'avez aucune image de l'usine. Oh. C'est marrant, hein. Et du coup, tout en bas, vous avez site de production Provence ou Normandie. Moi, c'est celle de Provence. Au passage. Et d'ailleurs, si vous allez chercher, je me demande du coup si vous cherchez ça, est-ce que vous avez des images de l'intérieur? Parce que, en vrai, attendez. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai travaillé là-dedans. Et ce qui est rigolo, donc ça, moi j'ai travaillé là-dedans. Le site, attention, le site il est comme ça. Regardez ces belles photos de pâtissiers. Tout joli, tout propre, belle tenue. Pas un gramme de farine nulle part sur LE d'ailleurs. PTDR. Regardez le joli site. Oh, regardez les beaux produits qu'on fait. Tout propre et tout. Eh, franchement, joli, hein. Quel bon site, quelle belle entreprise. C'est ça, hein. C'est ça où on a travaillé. Hein. C'est là-dedans que je travaillais. Oui, oui, non, pas de femme non plus, je l'ai vu aussi. C'est vrai que je l'ai pas dit, j'étais en mode... Et est-ce que... Ouais, voilà, tiens, typiquement, tu rentres par là. Alors, pour être tout à fait précis, vous voyez ce qu'il y avait juste avant? Ça. Donc ça, c'est l'entrée. C'est là où il y a le parking, etc. Sur la gauche, vous avez l'entrée des bureaux. Oui, c'est ça. Sur la gauche, vous avez l'entrée des bureaux. Bah, d'ailleurs, vous voyez le petit logo, etc. qui est là. Donc vous avez la belle entrée pour tout ce qui est les clients, le patron, les managers, etc. Vous voyez le petit portillon et tout qui est là à droite? Le petit coin qui a l'air de craindre un peu du cul ici à droite. Ça, c'est l'entrée des ouvriers. Et du coup, concrètement, l'entrée des ouvriers, tu fais tout le tour du bâtiment par ici. Et en fait, tu rentres par cette porte qui est là, là. Vous voyez, là, il y a un digicode juste ici. Hop. Et vous rentrez par là. Vous rentrez par là au niveau des vestiaires qui donnent directement sur, du coup, la chaîne de production, etc. Toute la zone qui est là avec des fenêtres, c'est la zone des bureaux pour les clients, etc. Donc évidemment, tu ne passes pas dedans. Franchement, faudrait pas passer avec éventuellement des clients à 5h du mat.
PTDR. Et une fois que vous êtes dans l'usine, en fait, là où vous avez toutes les grosses cheminées, etc., en dessous, vous avez la cuisine. Au-dessus, vous avez le bureau du patron, etc., avec donc cette fameuse grande baie vitrée qui permet de regarder à l'intérieur de l'usine, là où il y a les chaînes de production en dessous. C'est rigolo et c'est propre et c'est joli, hein. Mais après, attendez, d'ailleurs, vous voyez ici, entrée du personnel. Hein. Tiens, ils ont changé un petit peu les entrées? Non, c'est parce que ça doit être l'accueil pour les clients, etc., à mon avis. Ah là là. Peu de souvenirs. Peu de souvenirs. Ah ouais, c'est vraiment pensé pour que les cadres et les ouvriers ne se croisent pas. Bah bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Faudrait pas non plus qu'on se croise. Quelle idée. Quelle idée. Voilà, donc ça c'est typiquement une usine dans laquelle j'ai travaillé. Et c'était pas bien. Il y a cette citation du DRH sur le site de mon ancienne boîte. Notre politique RH repose sur la tradition du mérite et de l'excellence. Oh, déjà, ça commence mal. Nous accompagnons les talents de l'entreprise pour développer leurs compétences et pour les aider à évoluer dans une perspective à long terme. Bien sûr, ouais. Ouais, très bien. Ça donne envie. Ça donne envie. Ça donne envie. Incroyable. Bref, du coup, reprenons. Voilà, je vous donne des petites infos. Vous avez vu, je suis sympa quand même. Je vous partage un peu mes anciennes expériences de travail. Franchement, quelqu'un de sympatoche. Hein. Quelqu'un de sympatoche. Vous noterez d'ailleurs que là, c'est parce que j'y étais en tant qu'ouvrier, en tant que salarié travaillant sur la chaîne de montage. Parce que par contre, les entreprises où je suis intervenu en tant que conseiller externe, j'ai le secret professionnel qui rentre en compte. Donc, j'ai pas le droit de vous donner les noms. C'est pour ça que je vous ai jamais donné de nom sur aucune des entreprises où j'étais dedans en tant que conseiller externe. Parce que par contre, là, on peut se retourner juridiquement contre moi. Donc je ne peux pas, donc je ne le fais pas. A contrario, quand j'étais juste en emploi saisonnier parce que j'essayais de payer un petit peu de la bouffe pendant mes études, là aucune race, hein, vraiment aucun problème à venir name drop, niquez-vous. Hein. Puis alors s'il y a le patron de la compagnie pâtissière qui passe, tu peux aller te faire mettre, hein, cordialement, hein, bien profond. Hein. Oui, après il n'y a pas besoin de nom en fait, puisqu'elles sont toutes plus ou moins horribles, mais ça se périme pas, pas trop non. Non, ça se périme pas trop non. Non. Pas trop. Éventuellement, et encore qu'ils peuvent quand même se tourner sur toi, si tu as des changements de direction profonds, si tu as un rachat, etc., tu peux tout à fait l'ouvrir en disant bah à l'époque c'était comme ça, etc., avant les changements de direction, etc. Mais même là, en fait, la nouvelle direction peut tout à fait se retourner contre toi parce que tu as signé un contrat, de confidentialité et que tu es tenu au secret professionnel et que tu n'es pas censé l'ouvrir et dire quoi que ce soit. Donc, non, je peux pas du tout me permettre de name drop. Même des années après, je peux pas me permettre de name drop. C'est pas possible. Il y a trop de difficultés potentielles. Si un jour je me fais repérer par un de ces patrons qui vient et qui décide du coup de me dérouler la gueule parce que j'ai donné le nom de son entreprise, parce que j'ai donné son nom, etc., je préfère éviter parce que moi j'ai pas de moyens financiers en fait. Hein. Encore une fois, là grosso merdo, faut vous rendre compte que le stream ça me rapporte entre 300, plus ou moins 300 € par mois. Allez, si on fait une moyenne à l'année, globalement en ce moment, vu les revenus que j'ai grâce à vos dons, je suis à peu près à 300 € de revenus par mois. C'est déjà difficile de payer à bouffer et compagnie. Hein. Alors s'il faut en plus que j'aille payer éventuellement des protections juridiques parce que je me fais attaquer par un ancien patron de merde, on va éviter. Vous m'en voudrez pas, mais on va éviter. Je reprends la lecture. Et puis tu te fais cancel. Alors en vrai, je me suis déjà fait cancel. Qu'on soit d'accord, c'est un truc que j'expliquais déjà. Du coup, je vais refaire encore une aparté, hein, évidemment. Dans le sud, là où j'en suis, au niveau donc de tout ce qui est le Var, etc., Bouches-du-Rhône, le monde patronal est très petit. Ça veut dire que grosso merdo, si tu prends à peu près 80% des entreprises, au final, elles sont reliées ou elles appartiennent à grosso merdo 50 familles. Pas beaucoup plus. Alors évidemment, ça prend pas en compte toutes les micro-entreprises où il y a 2 salariés et un patron. Hein, voilà. Je parle des entreprises un petit peu grandes, celles qui peuvent m'employer. Parce qu'une micro-entreprise ne va pas m'employer. Hein, qu'on soit d'accord. Parce qu'une micro-entreprise qui est globalement un patron qui gère sa boîte et éventuellement un patron qui gère sa boîte et 1 ou 2 employés n'a pas vraiment les moyens de venir en fait prendre pendant 4 mois un salarié en plus comme moi, enfin un contractuel comme moi, pour faire une tâche de gestion des risques, etc. C'est très 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 rare. Ça peut arriver une fois tous les 36 du mois. Alors je dis pas que c'est une bonne chose, hein, qu'on soit d'accord, mais de fait, factuellement, c'est très rare qu'ils aient les moyens de faire ce genre de dépenses. Voilà, donc ils ne le font pas. Les entreprises plutôt de 50 employés dans ces eaux-là et au-dessus, par contre, peuvent m'employer. Et généralement emploient des gens comme moi en conseiller externe pour faire des missions d'audit, etc.
Donc ces entreprises-là, grosso merdo, sur toute la région dans laquelle je suis et autour, grosso merdo, la grande majorité de ces entreprises-là se regroupent sur grosso merdo 50 familles. Pas plus. Et donc, concrètement, comme moi je suis intervenu en entreprise plus d'une fois et que j'ai dénoncé des trucs plus d'une fois et que j'ai malencontreusement, oups, par erreur, laissé tomber potentiellement des rapports d'état des lieux, témoignages et autres sur peut-être par hasard les bureaux des personnes, délégués du personnel et potentiellement que je leur ai donné les démarches, les contacts, tout ce qu'il fallait faire pour contacter l'inspection du travail, potentiellement, peut-être, voilà, il n'y aura jamais aucune preuve de ça, bien sûr, je me suis assuré de ça, quand même, un minimum. Il est vrai que les patrons se sont répandus mon nom. Et en fait, on m'a factuellement dit, les dernières années où je travaillais, j'ai eu notamment un patron en particulier qui m'a dit, mais ton nom a circulé et en fait, on ne veut pas t'employer, on ne veut plus t'employer parce que tu vas nous mettre dans la merde, parce que tu vas l'ouvrir, parce que tu vas poser problème. Et on veut pas en fait, on veut pas d'emmerde, on veut pas que tu sois là pour faire des vagues, donc en fait on veut pas t'engager, donc on t'engagera pas, parce que ton nom a circulé. Et je le sais, enfin à un bout d'un moment tu fais bah oui d'accord très bien, et ça paraît étonnant, c'est pas étonnant, enfin faut vous rendre compte que, oui pas de vagues c'est ce qui avait été dit, et oui voilà j'avais... rendez-vous compte que le truc a posé problème, attention trigger warning, violence sexuelle tout ça, ce qui fait que j'ai pété un câble et que j'ai tout donné quasiment à... quelqu'un qui a été en mesure de faire remonter le problème, un harcèlement sexuel d'un manager sur toute une équipe de meufs, quasi toutes les meufs témoignent pour dire qu'il y a un problème de violence sexiste, sexuelle, du harcèlement, que plusieurs employés sont partis, et le patron m'a répondu droit dans les yeux, non mais ça c'est parce qu'elles veulent son poste. Et du coup il a décidé de rien faire. Parce que selon lui, t'as 8 meufs qui témoignaient toutes parce qu'elles voulaient toutes le poste de manager. Donc à ce moment-là, je l'ai sollicité pendant une semaine en lui remontant de plus en plus des trucs. On arrive sur ça, j'ai fait d'accord, très bien. Et il y a potentiellement, encore une fois, c'est de l'ordre du potentiel, quelqu'un... membre des représentants du personnel qui possiblement s'est retrouvé avec le dossier complet, avec les témoignages, avec les preuves et potentiellement avec les numéros de téléphone à contacter et potentiellement avec les démarches à faire auprès de l'inspection du travail. Potentiellement. Voilà, ce sont des choses qui sont possiblement arrivées. Et ce qui s'est passé, c'est que vous vous doutez bien que le patron est pas con, il sait très très bien que c'est moi, donc du coup il a répandu mon nom dans le réseau de patronat qu'il y a, parce qu'encore une fois c'est un tout petit réseau de patronat, et clairement on m'a fait comprendre que du coup j'étais personne non voulue en entreprise. Et ça aussi, ça a largement participé au fait que du coup, petit burn-out, tout ça, hein, vous vous doutez bien que ce genre de choses, d'expérience, ça a tendance à un petit peu vous bouffer quoi. Donc du coup, voilà. C'est comme ça que je suis arrivé dans le streaming. Salut. Ouh. Ouh. Mais oui, le poste se décline en 8 personnes, ouais. 8 personnes qui pouvaient être co-managers ensemble. Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, bref, la magie, hein, tout ça, les entreprises, on aime. Bref, j'ai vu le marqueur de VOD qui disait de couper la VOD, mais j'aimerais continuer un petit peu la lecture parce que j'ai fait beaucoup de digressions. Donc, gression et lecture. Je reprends. Bill Watson, ouvrier dans une usine automobile de Détroit en 1968, fait le récit d'une vague de sabotage généralisé dont il a été témoin. Les ingénieurs avaient introduit un nouveau modèle de moteur 6 cylindres. Et bonjour et bienvenue. Merci beaucoup du follow. Oui. Oui, Disto, je pense que oui, il y en a un certain nombre. Ouais. Je pense qu'on n'est pas sans raison arrivé sur Twitch à un moment donné. C'est qu'il y a des trucs qui n'allaient pas dans la vie et qu'il fallait qu'on fasse autre chose, qu'on ait l'impression d'avoir un impact, de réussir au moins à prévenir des trucs. Enfin, oui. Moi, à la base, j'ai commencé ma chaîne pour faire notamment de la vulgarisation de sciences humaines et sociales, pour justement essayer d'avoir un impact, que au moins je serve à améliorer les conditions de travail de quelques personnes. Parce que je me rendais compte que dans mon travail, je n'y arrivais pas, que je pouvais pas le faire, que j'étais utilisé constamment. J'ai l'impression de faire plus d'impact aujourd'hui en streamant, pour vous dire à quel point c'est absurde, hein. J'ai l'impression d'avoir plus d'impact sur la qualité de vie au travail des gens aujourd'hui en faisant de la vulgarisation de sciences humaines et sociales sur Twitch, sur YouTube, que en étant conseiller en entreprise, qui fait du travail en entreprise pour ça. Enfin, on en est à ce niveau-là.
Parce que, qu'on soit d'accord, je pense pas que j'ai un impact phénoménal sur vos vies. Je pense pas que j'ai un impact phénoménal sur votre qualité de vie au travail. Je pense pas que beaucoup de gens vont voir leur travail changer grâce à ce que je peux leur apprendre en sciences humaines et sociales, etc. Ça m'étonnerait. Vous allez être plus informés, c'est très bien, mais est-ce que vraiment fondamentalement ça va vous permettre d'avoir un travail qui est cool? Non. Non. Et pourtant, j'ai l'impression quand même que c'est mieux. J'ai quand même l'impression que je fais plus de choses positives aujourd'hui en streamant qu'à l'époque en entreprise. Alors que c'était littéralement censé être mon travail en entreprise de faire ça. Enfin bref, vous voyez l'idée quoi. J'ai un chat qui est en train de faire du sbull et qui va potentiellement tomber. Tu sais que la gravité c'est triste, mais du coup si tu mets ton cul dans le vide, généralement tu vas avoir le reste qui va venir aussi. Oui ma puce, fais attention. Oh oui hein. Oh là là. Oh là 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 là. Oh le chat, le beau chat. Pardon. Voilà. Oui, l'éducation populaire, c'est giga important, je suis d'accord. Je suis d'accord là-dessus. Je reprends. Du coup, où j'en étais. Je ne sais plus où j'en étais. Ici. Vague de sabotage généralisée dont il a été témoin. Les ingénieurs avaient introduit un nouveau modèle de moteur 6 cylindres que les travailleurs jugeaient mal conçu. Ils avaient fait part, en vain, de leurs critiques à la direction. Face à cette fin de non-recevoir, certaines équipes commencent à oublier de monter certaines pièces. Bientôt d'autres suivent, sabotant à leur tour. Des montages d'appareils hors service s'entassent dans les ateliers. À un certain point, il y avait tellement de moteurs défectueux empilés dans l'usine qu'il était devenu presque impossible de se déplacer d'un secteur à l'autre. Ce phénomène, souligne Watson, n'est pas isolé. Il y a, un peu partout en Amérique à l'époque, des conflits du même genre. Ils expriment un désir de reprendre en main la production, le contrôle de son travail, la façon dont on le fait, de ce qui s'y fabrique. En 1970, le PDG de General Motors adresse un avertissement à ses salariés. Nous ne pouvons pas tolérer que les employés fuient leurs responsabilités, contreviennent aux disciplines les plus élémentaires et bafouent l'autorité. General Motors a fait de nouveaux investissements pour améliorer la productivité et les conditions de travail, mais les machines et la technologie ne servent à rien si la travailleuse déserte son travail. Nous exigeons une juste journée de travail pour le juste salaire que nous vous versons. PTDR, connard. Pardon. Pardon, hein. Voilà. J'ai un peu envie de défoncer des patrons, hein, m'en voulez pas. Résu, je sais pas si ce que je fais un impact. Also Résu procède de nous ignorer quand on lui dit que oui et merci infiniment. Et Also Résu, quel mystère. Oui, bon voilà, j'ai vu, ça va, j'ai vu les choses. Voilà. Moi, tes streams améliorent ma qualité de vie au travail parce que je les regarde au travail et que ça améliore mes journées. Bah, tant mieux. Non, le PTDR connard était pas dans le livre, pardon. Il est sorti un peu naturellement, je suis désolé. Il y a eu Voilà. La gravité n'a pas d'impact sur les chats, ils n'y croient pas donc elle n'existe pas. Je pense que... Ah oui, je pense que oui. C'est rare qu'on puisse concrètement citer un truc positif qui est causé par ça et pas autre chose, mais dans l'absolu, c'est un cercle tellement vertueux qui s'élargit. Oui. Et bonjour Soso. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien aussi bien que possible. Il y a une résurgence de haine des patrons. Ah oui. Non mais nous exigeons une juste journée de travail pour le juste salaire que nous versons. Mais en fait, ton salaire il est pas juste puisque du coup tu voles leur travail, tu te fais des thunes monumentales sur leur cul et tu te permets d'exiger, alors même qu'ils te font des retours sur le fait que le truc que tu leur fais construire est défectueux et ne marche pas et c'est de la merde et qu'il faut le faire différemment et que tu dis PTDR je m'en branle, tu exiges, mais va te faire mettre en fait, va te faire cuire le cul. Enfin vraiment, non. Je reprends la lecture. Comment restaurer la discipline? La direction de General Motors opte pour la ligne dure. Accélérer les cadences, automatiser les tâches non qualifiées, déqualifier celles qui restent, tailler dans la masse salariale, renforcer les mesures de surveillance, de contrôle. L'usine automobile de Lordstown, dans l'Ohio, avec sa chaîne de montage la plus rapide du monde, était le fleuron technologique de la firme, l'incarnation des solutions patronales aux problèmes de productivité. Elle est placée, dès 1971, sous le contrôle de la General Motors Assembly Division, une équipe managériale de choc, décrite comme la plus rude et la plus dure de tout le groupe. Sous cette férule, bon nombre de postes sont supprimés et les cadences déjà très rapides sont accélérées. On passe de 60 voitures par heure à quasiment le double. Désormais, en 36 secondes, un travailleur devrait accomplir pas moins de 8 opérations différentes. Il te faut une autorisation pour aller pisser et c'est pas une blague. Tu lèves le doigt quand t'as envie d'écluser.
T'attends bien une demi-heure, le temps qu'il te trouve un remplaçant. Et puis il note à chaque fois, parce que t'es censé faire ça sur ton temps de pause et pas sur leur temps à eux. Si tu y vas trop souvent, on te met sur la touche pendant une semaine. À Lordstone, la main-d'œuvre est particulièrement jeune, 28 ans en moyenne. Il fallait de jeunes corps pour endurer de tels rythmes, sauf que les jeunes esprits qui les animaient étaient aussi les moins prêts à s'y soumettre. Une voiture arrive un jour en bout de chaîne avec toutes ses pièces, non montées, bien rangées, en tas, dans la carcasse. La direction crie au sabotage. Le sabotage, c'est juste une façon de relâcher la pression. Tu peux pas tenir la cadence avec la voiture, donc tu la rayes au passage. Une fois, j'ai vu un pecno faire tomber une clé de contact au fond du réservoir. La semaine dernière, j'ai vu un gars mettre un gant enflammé dans le coffre d'une voiture. On voulait tous voir à quel moment ils allaient s'en apercevoir sur la chaîne. Si tu rates une voiture, ils appellent ça du sabotage. La direction, qui estime que les pertes dues aux indisciplines se montent à l'équivalent de 12 000 voitures non produites sur le site par an, réagit avec une fermeté accrue, lançant des centaines de procédures disciplinaires. Un travailleur est renvoyé pour être arrivé avec 1 minute de retard. Un autre est suspendu pour avoir pété dans l'habitacle d'un véhicule. Un autre encore pour avoir chanté des tralala itou dans l'atelier. Début mars 1972, face à ce serrage de vis, les ouvriers partent en grève sauvage. La combativité des travailleurs de Lordstone impressionne. Ces gars sont devenus des tigres. Ils ne sont plus prêts à subir ce que leurs pères ont enduré et ils n'ont pas peur du management. Et l'enjeu de la grève, c'était beaucoup ça aussi. La presse évoque un syndrome Lordstone, un Woodstock industriel. Après 1 mois de conflit, la direction recule, revenant au rythme de production antérieur. Voilà. Et du coup, je pense qu'on va arrêter là-dessus pour la VOD. Ah non, on va continuer parce que y a le chapitre 2 qui commence la page d'après. Donc je vais pousser un tout petit peu la VOD. Confronté donc à des indisciplines ouvrières, le management ne trouve rien de mieux que d'y répondre par une intensification du régime disciplinaire que celle-ci refusait en premier lieu, les attisant en retour au point de les radicaliser en une révolte totalement ouverte. Les managers sont pris dans la contradiction. Ils savent pertinemment que l'indiscipline ouvrière exprime un rejet viscéral de l'organisation du travail industriel, tout spécialement chez les employés les plus jeunes qui témoignent d'une réticence grandissante à accepter une discipline d'atelier stricte et autoritaire. Ils n'ignorent pas non plus que les conditions de travail dans les nouvelles usines sont telles que le mécontentement et la rébellion ne sont pas des réactions exceptionnelles, mais des réactions rationnelles. Qu'il existe un lien entre la fatigue et le travail répétitif, entre le mécontentement et l'absentéisme. Et pourtant, ils continuent à faire comme si le mécontentement constituait un abus qui doit être puni, à y répondre par des techniques de peur, de pression incessante, qui sont source de conflits infinis. D'où cette inquiétude. Si ça continue comme ça, où va-t-on ? Dans le mur, répondaient certains. Des jours sombres s'annoncent pour la General Motors, si comme l'a souvent déclaré la direction, Lordstone représente la voie d'avenir pour l'industrie automobile. Y compris parmi les spécialistes du management, la perplexité s'installe. Jugeant les anciens procédés obsolètes, certains mûrissent des projets de réforme. Face à la crise de la gouvernabilité disciplinaire, il faudrait alors inventer un nouvel art de gouverner le travail. Voilà. Tu veux dire que quand on s'allie et qu'on met la pression, l'autorité recule ? Oui. Et fin du premier chapitre. Et donc du coup, fin de cette première lecture, de cette première séquence de lecture. Petite fougère de YouTube, j'espère que tu as apprécié cette lecture et ces digressions. Bien évidemment, on ne change pas les digressions. D'ailleurs, un truc qui me fait rigoler, je le dis d'ailleurs en VOD, hein, j'en profite. Sur les VOD YouTube, il est arrivé une fois ou deux qu'on me fasse le reproche de oui, mais tes lectures elles sont bien, mais il y a trop de digressions. C'est le principe. Je veux dire, en fait, si vous voulez de la lecture, juste de la lecture, allez écouter des livres audio. Sans vous juger, il n'y a pas de problème, hein, vouloir juste écouter des livres audio, c'est pas un problème, au contraire, mais c'est pas ce que je fais. Voilà. Moi, je fais des commentaires, je fais des digressions, c'est le principe de ce que je construis et de ce que je fais comme contenu. Donc si ça vous convient pas, ce que je peux tout à fait comprendre, il n'y a vraiment aucun problème, ne regardez pas mon contenu, hein, parce qu'il y aura toujours des digressions, en fait. C'est encore une fois la raison du truc, enfin, c'est ce que je fais, c'est ce qui est voulu, c'est comme ça que c'est pensé. Du coup, allez écouter des livres audio, il y en a plein qui existent, disponibles sur différentes plateformes, ne vous gênez pas, allez-y. Dans tous les cas, petite fleur de YouTube, des bisous, et à très bientôt pour la suite.